Oui, merci de m'avoir invité. J'interviens surtout à partir d'une expérience concrète de solidarité et de travail dans une association qui apporte des informations et un accompagnement juridique à des femmes migrantes et exilées depuis, disons, près d'une quinzaine d'années. Donc, 15 années, ça veut dire des centaines de rencontres, de discussions qui permettent d'appréhender, bien sûr, des violences, des discriminations, qui permet aussi de peut-être mieux définir quels droits nous pouvons ensemble revendiquer, mais qui, je crois, d'abord montre, enfin, surtout si je mets en relation cette expérience personnelle avec, bien sûr, tout ce qu'on peut lire comme documents statistiques, etc., que les migrations, c'est une réalité d'une extrême diversité. Il faut vraiment éviter tout stéréotype, toute généralisation. Elles sont extrêmement diverses par les parcours géographiques, les origines sociales. Bon, on relève très souvent aussi la féminisation des migrations, c'est vrai. C'est pas non plus un phénomène entièrement inédit. Disons plutôt que par le passé, on n'avait pas vu la présence de femmes parmi les migrants et les exilés. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus visibles et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ignore ou qu'on occulte la situation des femmes migrantes. Il y a énormément de documents, de témoignages et même de données statistiques plus fines que par le passé. Oui, j'évoquerai déjà, enfin, même si ce n'est pas toujours aisé à distinguer, ce qui ressort des migrations et ce qui ressort du droit d'asile. Ça reste quand même à distinguer. Les revendications que nous avons concernent les deux domaines. En évoquant Lampedusa, par exemple, on évoque bien sûr les migrations qu'on appelle irrégulières et des femmes migrants seules ou avec des enfants en font partie. Je dirais même sans doute que la plupart, en France en tout cas, la plupart des femmes migrants seules le font hors des procédures légales et font partie des femmes sans papier. Beaucoup d'entre elles, en tout cas on l'a pu l'observer dans notre permanence, viennent maintenant avec ces voyages, ces parcours hasardeux et dangereux, avec le recours à des passeurs et avec toutes sortes de violences sur le chemin de la migration. Et ce qui me paraît important aussi, c'est que, bien sûr, les motifs pour lesquels ces femmes entreprennent ces parcours peuvent être tout à fait semblables à ceux des hommes, fuir des guerres, la violence, la pauvreté, mais il y a aussi une dimension, on peut dire, de genre ou sexuée, parce qu'il y a une volonté de se libérer des contraintes et des violences ou de la marginalisation sociale, économique, des contraintes familiales, sociales, qu'elles subissent en tant que femmes et aspirent à davantage de droits et de libertés. Donc les femmes sans papier, elles sont devenues visibles par leur lutte, par leur participation à des luttes collectives, surtout depuis la fin des années 1990 en France, mais aussi dans d'autres pays. Elles se sont également rendues visibles dans les luttes pour la régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier. Beaucoup occupent des emplois dans les services d'aide à la personne ou d'autres services, nettoyage, restauration, etc. Mais néanmoins, le plus grand nombre des femmes qui migrent de façon régulière, et ces migrations s'inscrivent avant tout dans le cadre familial. Pour donner un ordre de grandeur,
je viens de télécharger les chiffres des délivrances de titres de séjour pour l'année 2012, hein, c'est les derniers parus. Il y a à peu près 190 000 entrées d'étrangers en France, venus des pays tiers, c'est-à-dire hors Union européenne. Quand on dit entrée, ça veut dire les personnes à qui un titre de séjour est délivré pour la première fois. Sur ces 190 000 personnes, il y a 100 000 femmes et 190 000 hommes. Alors il y a évidemment la catégorie des étudiants. Les femmes sont un petit peu plus nombreuses que les... Ça fait 290 000. Ça fait 290. Non, 100 000 et 90 000. Et 90, parce que tu as dit 190. Ah non, non, 100 000 et 90, total 190 000. Oui, c'est à peu près stable depuis une dizaine d'années. Et donc, il y a les étudiantes, elles sont un peu plus nombreuses que les hommes parmi les étudiants. En revanche, elles sont beaucoup moins nombreuses dans l'immigration professionnelle. C'est à peu près équivalent pour ce que le ministère de l'Intérieur appelle l'immigration, enfin la catégorie humanitaire, les réfugiés, les étrangers malades, mais elles sont plus nombreuses que les hommes dans la catégorie de l'immigration familiale. Et l'immigration dite familiale, c'est en France 65% des entrées régulières. C'est donc la première catégorie statistiquement. Et ce sont par exemple, enfin, avant tout, les conjoints, soit les conjoints de Français, c'est la première catégorie à l'intérieur de l'immigration familiale, ou les conjoints venus par regroupement familial, c'est-à-dire les conjoints d'une personne étrangère. Et les femmes sont majoritaires dans ces deux catégories, surtout dans les conjoints venant par le regroupement familial. Bon, il s'ajoute aussi entre 15 000 et 18 000 régularisations au titre des liens personnels et familiaux. Les mariages franco-étrangers, bon, c'est peut-être intéressant de le remarquer aussi, qui aboutissent à l'entrée du conjoint étranger sur le territoire français, sont en très nette augmentation au détriment du regroupement familial. Et pour une part majoritaire, les conjoints français sont eux aussi des immigrés ou des enfants d'immigrés qui épousent une personne venant du pays de leurs parents ou de leur pays. La situation est pas mal à des points communs dans l'ensemble des pays d'Europe, même si dans certains pays d'Europe où l'immigration est moins ancienne qu'en France, on trouve plus le système du regroupement familial, c'est-à-dire les familles, notamment les conjoints de résidents étrangers. Et il y a une directive européenne sur le regroupement familial qui a été l'objet d'une analyse critique et de revendication par un réseau de femmes migrantes européennes qui s'appelle le Migrant Women Network, qui remarque que dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, les conditions pour permettre la venue d'un membre de famille, de résidents étrangers, sont extrêmement restrictives et difficiles. Et deuxième phénomène, que les délais, les conditions pour que la personne rejoignante obtienne un permis de résidence autonome est extrêmement long, avec des conditions restrictives aussi. Et c'est le point sur lequel je veux m'appesantir un petit peu, c'est-à-dire que quel que soit le contexte et le motif ou la procédure, une personne qui vient en France ou dans un autre pays de l'Europe en raison de son mariage subit une situation de dépendance administrative, puisque la délivrance et le renouvellement de son titre de séjour dépendent du maintien de la vie commune avec le conjoint national ou résident. Et donc, cette personne, et notamment ce sont majoritairement des femmes, sont dans une situation de vulnérabilité en cas de conflit ou de rupture dans le couple, et par exemple en cas de violence conjugale. Donc c'est évidemment un point sur lequel nos associations féministes ou de défense des droits des étrangers ont
ont porté des revendications afin de garantir un droit au séjour plus sûr pour les femmes, notamment si elles sont confrontées à des violences. Donc il y a eu quelques avancées législatives, je n'entre pas dans les détails, qui font que lorsqu'une personne est victime de violences conjugales, son titre de séjour peut être renouvelé. Encore faut-il bien sûr qu'elle établisse la preuve de ces violences. Ces dispositions législatives sont utiles, hein, nous les avons revendiquées, bon, mais elles sont très insuffisantes parce que tout ce qui est violence psychologique, le chantage au papier, ou tout simplement la décision unilatérale du conjoint de mettre fin au mariage ne sont pas reconnues comme des violences. Et donc la conjointe victime de ce type de situation se retrouve, perd son droit au séjour, se retrouve dans une situation de sans-papier et peut être victime, en tout cas est menacée d'un éloignement forcé du territoire. Mais il y a d'autres situations conjugales ou familiales tout à fait inextricables dans lesquelles peuvent se trouver des femmes migrantes, par exemple les situations de polygamie. Là, les femmes sont absolument dans une totale clandestinité, sans droit, sans identité, ou bien les situations où une femme est venue rejoindre un compatriote ou que son conjoint a fait venir, parce que ce n'est pas forcément non plus toujours son choix, hors des procédures légales. Là aussi, si une régularisation est possible au titre du respect de la vie privée et familiale, la femme se trouve dans une situation de dépendance par rapport à son conjoint. Et puis, outre les violences dans le couple, des femmes migrantes témoignent de très nombreuses situations de violence. Bon, il y a les violences que subissent les femmes sans papier, de la surexploitation dans le travail, je pense qu'il en sera peut-être question tout à l'heure, l'esclavage domestique, des situations proches de l'esclavage, la traite des êtres humains. Bon. La Commission des droits de la femme du Parlement européen vient, il y a quelques mois, de voter une résolution sur les femmes migrantes sans papier, revendiquant que, affirmant que les droits humains des femmes doivent être respectés dans tous les pays de l'Union européenne, quelle que soit la situation des personnes au regard du séjour. Et on présente un nombre de revendications concrètes dans cette perspective, qui sont aussi les nôtres. Dans cette perspective-là, en France, par exemple, on a obtenu que l'ordonnance de protection pour des personnes victimes, en danger en raison de violences dans le couple, concernait aussi les femmes sans papier, et elle devait, à la suite de ça, bénéficier d'une ordonnance de protection. Donc ce principe-là a été appliqué, mais dans ce seul cas. Et puis la mise en œuvre des quelques droits qui sont acquis est extrêmement difficile. C'est vraiment un combat au quotidien que les femmes doivent mener vis-à-vis des préfectures ou dans les tribunaux pour le respect de leurs droits. Et c'est pour ça que nous, on parle d'une double violence, parce qu'il y a d'une part les violences sexistes et les violences institutionnelles ou étatiques, dans la mesure où les lois, les politiques d'immigration, les pratiques des institutions enferment des femmes dans des situations d'oppression et de dépendance, sous la menace d'éloignement forcé, et rendent très difficile de faire appel à la justice. Alors, il y a bien sûr quelques décisions jurisprudentielles importantes qui montrent que même sans papier, on n'est pas sans droit, mais vous devinez l'extrême difficulté de mener ce combat. Les mobilisations sur ce terrain, donc je termine sur ce point migration, sont importantes. Des associations, y compris assez connues comme la CIMAD, se sont engagées sur ce terrain, mais ces mobilisations sont sans doute trop insuffisantes et on a
vis-à-vis du gouvernement, y compris l'actuel, de très nombreux blocages. Et je citerai juste 3 exemples pour rester dans l'actualité. La loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui vient d'être votée donc en 2e lecture à l'Assemblée nationale est extrêmement limitée pour ce qui concerne les droits des femmes étrangères. Des amendements avaient été proposés pour étendre ces droits s'agissant des femmes migrantes victimes de violences, mais ils n'ont pas été adoptés. Voilà, certains avaient été votés au Sénat, ils ont été retirés par l'Assemblée nationale. Donc il y a eu un net recul et beaucoup d'associations de femmes se sont félicitées du vote de cette loi, de même que le ministère des droits des femmes. Mais nous, on a plutôt une vision très critique parce que les revendications n'ont vraiment pas été prises en compte. Dans la loi contre la prostitution, qui est une loi très importante et que nous soutenons, là aussi c'est très insuffisant. Par exemple, on revendiquait que les titres de séjour des femmes étrangères qui veulent se libérer de la prostitution leur soient délivrés de plein droit. Cela n'est pas passé non plus dans la loi. Et le ministère des droits des femmes, dernier exemple, durant le mois de novembre, suite à de multiples demandes de la part des associations, réuni un groupe de travail dont j'y fais partie sur les droits des femmes migrantes. Plusieurs associations étaient convoquées, invitées. On était très unanimes dans notre volonté de faire avancer les droits des femmes étrangères et migrantes face aux violences, mais le gouvernement semble avoir renoncé à donner suite alors qu'un travail tout à fait important avait été mené. Donc là, on est dans une situation pour l'instant de blocage et on ne sait pas trop ce qui va être possible de faire. Je termine avec le 2e point, la question du droit d'asile. Dans l'Union européenne, donc les chiffres le rapport Eurostat pour 2012 est sorti récemment, sur à peu près 300 000 demandes d'asile effectuées dans les 27 États de l'Union européenne, il y a à peu près 25% de femmes. En France, la proportion est plus élevée. En 2012, il y a eu 37% de femmes parmi les demandeurs d'asile, ce qui faisait 15 000 premières demandes. Donc, ce qui est un chiffre relativement élevé, c'est un chiffre qui est en croissance. Et alors, parmi ces femmes demandeuses d'asile, bien entendu, ces femmes demandeuses d'asile peuvent avoir été victimes ou menacées de persécutions, de violences, de violations des droits humains extrêmement diverses, mais on ne peut pas savoir quelle proportion, dont des persécutions liées au genre, c'est-à-dire qu'elles étaient victimes ou menacées en tant que femmes de graves violations de leurs droits lorsqu'elles refusaient les contraintes ou transgressaient les normes imposées aux femmes dans leur société, par exemple refusant un mariage forcé ou l'excision de leurs enfants, ou encore quand elles étaient victimes de formes sexuées de persécutions politiques ou racistes, par exemple le viol dans le cadre de guerres civiles ou de nettoyage ethnique, ou les persécutions religieuses, les persécutions politiques peuvent cibler les femmes de façon particulière. Cette problématique a émergé, disons, depuis la fin des années 1980 dans le monde entier, enfin, en tout cas en Europe, en Amérique du Nord, par exemple grâce à l'action du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, aux actions qui sont menées dans le cadre de l'Union européenne, par exemple par le lobby européen des femmes, et puis à l'action menée dans les différents États. En France, il y a depuis une dizaine d'années des progrès qui sont tout de même notables, grâce à la mobilisation des associations, à l'action de plaidoyer, à l'action d'interpellation.
et puis à l'accompagnement féministe des demandeuses d'asile, c'est-à-dire un accompagnement dans leur démarche qui prend en compte cette question de persécution liée au genre et aide les femmes à exprimer les réalités qu'elles ont de violence, de persécution qu'elles ont subies. Donc il y a un début de prise en compte par l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés, et par la Cour nationale du droit d'asile. Par exemple, pour des personnes, et notamment des femmes, menacées parce qu'elles ont des relations homosexuelles ou parce qu'elles veulent fuir des mariages forcés, des violences familiales, ou bien la traite des êtres humains ou encore des mutilations sexuelles. Donc il y a eu des avancées, cependant c'est encore très insuffisant. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça demande une analyse fine de la jurisprudence. En France, les institutions qui gèrent les demandes d'asile se refusent à élaborer des lignes directrices explicites en matière de traitement des persécutions liées au genre. Contrairement à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où il y a des guidelines à ce sujet qui ont été obtenus par les féministes, notamment en 2000, ou en Belgique, où il y a, dans ce qui est l'équivalent de l'OFPRA en Belgique, une référente, donc une fonctionnaire qui est référente pour les questions d'asile et de femmes. Donc en France, c'est beaucoup plus timide, c'est un traitement au cas par cas avec quelques décisions importantes qui font jurisprudence. Au niveau de l'Union européenne, donc, il y a des directives intéressantes, enfin, il y en a une notamment qui a été adoptée en 2011 et qui doit être transposée dans les différents États. Cette directive, on l'appelle en résumé la directive qualification parce qu'elle traite de la façon de qualifier les demandes d'asile et elle évoque, elle se réfère explicitement à la nécessaire reconnaissance de persécutions liées au genre. Mais selon les différents pays d'Europe, bien sûr, la situation est extrêmement disparate. Bon, il y a eu un rapport d'ailleurs fait en 2012 qui montre que très peu de pays ont vraiment une politique qui prenne en compte à leur juste mesure l'importance de ces persécutions visant les femmes. Alors, je disais donc que notre action de mobilisation, de plaidoyer, depuis les années 80, à la fin des années 80, a un peu porté ses fruits, mais on voit bien aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, là c'est récent, là 2013-2014, qu'il y a là aussi d'énormes blocages. Comme vous le savez sans doute, il y a eu le ministère de l'Intérieur a nommé 2 parlementaires pour piloter une concertation sur le droit d'asile en vue d'une réforme de la loi sur l'asile et dans la perspective de la transposition des directives européennes. Le rapport qui est issu de cette concertation est à maints égards très discutable et d'ailleurs les associations qui ont participé vont publier là, dans les jours qui viennent une analyse critique. Parce que la préoccupation principale des rédacteurs de ce rapport, c'est que la demande d'asile, selon eux, s'accroît trop et qu'il faut dissuader la demande d'asile et mieux faire obstacle aux fausses demandes d'asile. C'est vraiment la problématique principale de ce rapport. Et s'agissant des persécutions liées au genre, ce n'est absolument pas évoqué dans ce travail. Il faut préciser que le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes a fait une étude sur les persécutions liées au genre pour une meilleure prise en compte de ces persécutions dans le système de l'asile, que cette concertation n'a pas du tout prise en compte. Nous-mêmes, nous avons demandé à être auditionnés, à être reçus. Total refus. Donc,
on voit bien qu'il y a là un vrai refus de mettre dans l'agenda politique cette question. Alors même, je rappelle que la directive européenne, normalement, l'exige. Donc là, nous pensons que le moment est... Enfin, que c'est vraiment le moment de reprendre une campagne la plus unitaire possible pour exiger la transposition des directives européennes quand elles sont favorables. On ne demande pas que la directive retour qui a été évoquée soit appliquée, elle est bien en deçà du droit français, mais en revanche, quand c'est mieux, quand ça va au-delà des dispositions françaises, c'est extrêmement important. Voilà, donc ça veut dire que des luttes sont nécessaires, des campagnes unitaires sont nécessaires. Bon, mais je dois dire que la situation semble difficile. Voilà, donc moi j'avais voulu me centrer pour qu'il y ait une relation entre mon intervention et celle de Hélène, plutôt sur la problématique des femmes arrivant sur le territoire français, des migrantes, ou des exilés qui se voient reconnaître un droit au séjour ou qui revendiquent un droit au séjour ou le droit d'asile, et à quelles difficultés, à quels obstacles elles sont confrontées. Je pense que Hélène parlera davantage des questions d'emploi, de discrimination. Je voudrais juste conclure en disant que nous, quand nous accompagnons, disons, dans leur démarche, des femmes qui revendiquent le droit d'asile ou qui sont sans papier, qui revendiquent une régularisation, bon, il nous arrive de gagner ce combat, mais ce n'est vraiment qu'un moment, parce qu'après, les obstacles pour une pleine insertion socio-professionnelle, pour l'accès à tous les droits, et le premier d'entre eux, le droit au travail, le droit au logement, tout aussi important, l'autonomie pour pouvoir construire sa vie, c'est vraiment très très difficile, et les femmes migrantes sont vraiment très particulièrement affectées par la pauvreté, par le chômage et bien entendu par les discriminations et l'organisation sexuée et ethnicisée du marché du travail qui les relègue toujours à un certain type d'emploi. Merci Claudie, merci beaucoup.